Bonjour, donc dans cette séance, on va essayer de continuer ce qu'on a déjà commencé dans le chapitre de la statistique de Fermi-Dirac. On va étudier spécialement le gaz de Fermi à basse température. Alors je rappelle que le gaz de Fermi, c'est un système de N fermions. Quand on dit fermions, il faut tout simplement voir que ces fermions-là présentent des caractéristiques suivantes. Ils ont un spin demi-entier, et puis ils ont un état antisymétrique, et puis ils obéissent au principe de pôle, principe d'exclusion de pôle. Et ces trois propriétés sont liées en fait entre elles. Alors, on va étudier uniquement les fermions sans interaction, dans le cas sans interaction. Ce sont des fermions libres. On va les étudier à basse température, après avoir vu le cas T égale à 0. C'est très important, je rappelle le cas de T égale 0. Et pour le faire, en fait, il faut avoir une propriété très importante qui caractérise le comportement de ce fermion, à savoir, c'est le nombre d'occupations. Alors, le nombre d'occupations, je vais tout simplement le noter N alpha, qui est tout simplement le nombre moyen occupant un état à une particule, noté alpha. Alors, on va l'appeler aussi F alpha, qui est encore dit le facteur de Fermi. Facteur de Fermi. Ce facteur, il est défini ainsi. 1 sur exponentielle bêta epsilon moins mu plus. Avec mu le potentiel chimique et bêta, c'est tout simplement 1 sur la constante Boltzmann de la température. Alors ce facteur-là, il détermine toutes les propriétés de ces fermions à T égale 0. Donc, à T égale 0, si je vois le nombre d'occupations en fonction de l'énergie, j'aurai une énergie caractéristique qui est mu, donc un comportement spécial autour de mu, et à T égale 0 exactement, ça me donne un nombre d'occupations qui égale 1 pour epsilon inférieur à nu, et un nombre d'occupations égal à 0 pour epsilon supérieur à nu. Alors, ce comportement d'échelon implique tout simplement que les états qui sont inférieurs à nu, ils seront occupés. Et les états qui sont supérieurs à nu seront vides. Dans ce cas-là, T égale 0, on va noter le nu comme étant, pour les fermions, juste pour les fermions, on va l'appeler epsilon f. À T égale 0, on va l'appeler epsilon f 0, vers le niveau du fermion. Alors maintenant, on va étudier le cas basse température. Pas tout à fait T égale 0, mais à des températures qui sont basses. Alors que veut dire basse température? Alors en physique, lorsqu'on dit une grandeur est basse, il faut la comparer à quelque chose. En général, on la compare à une température caractéristique du système. Alors notre système, c'est un ensemble de fermions. Alors une température caractéristique sera liée tout simplement à ce niveau de fermion. Donc je rappelle que nos états, ils sont occupés de l'état dans l'échelle des énergies de l'état 0 jusqu'à le niveau epsilon 0f. Et tous ces états-là, ils seront occupés jusqu'à ce niveau-là. Alors, on va tout simplement dire que c'est epsilon 0f, on va lui associer une température caractéristique telle que epsilon 0f égale kBT TF, où TF est dite température de Fermi. Donc en fait, c'est l'équivalent classique d'une énergie qu'il faut donner au système pour exciter une particule ici, pour la mettre là. Et donc, ça sera, il faut gagner une grandeur de l'ordre de kBT pour faire cette transformation. Maintenant, dans le cadre de cette approximation, qu'est-ce qu'il y a de pratique dans cette approximation? Si on voit dans le monde pratique, on va prendre un système, on va calculer sa température de Fermi et regarder. Je prends un exemple qui est les électrons de conduction. Alors,
les électrons de conduction dans le cuivre. Alors dans ce cas-là, en calculant dF pour le cuivre, on trouve dF de l'ordre de 8, à peu près 10 à la puissance 4 degrés, ce qui est très très énorme. Et donc même à température ambiante, on peut dire que vraiment on est à basse température. Okay? Donc relativement, en comparant ces deux expressions, on va voir que T est très très petit devant TF, même à des températures allant quel que soit T, allant même jusqu'à la fusion du métal. Et ça reste toujours valable. Donc, c'est vraiment pas une approximation grossière, c'est une approximation qui s'approche un peu de l'exact. Alors maintenant, on va voir comment implémenter ça. On va utiliser un outil mathématique très important. Alors cet outil mathématique, il s'appelle le développement de Sommerfeld. Développement de Sommerfeld. Je vais juste vous donner la formule. Donc ça a été fait dans les séances précédentes. Je rappelle tout simplement que, donc, si je prends cette distribution-là, en augmentant un peu la température, je vais la perturber. Et si j'essaie de tracer le comportement à t différent de 0, j'aurai la forme suivante. Donc t différent de 0, mais un peu basse par rapport à tf. Donc j'aurai un comportement qui est sous cette forme-là. Et ça c'est à t égale à 0. Et ça c'est à t différent de 0, mais t très très petit de mon t, à la décommission. Alors, en remarquant que il y a un changement autour du niveau de Fermi, c'est uniquement ici qu'il y a une perturbation. Alors, cette perturbation due à la température, elle est tout simplement de l'ordre de kBT, et une citation thermique due à la température est de l'ordre de kBT. Alors, ceci indique tout simplement que ça c'est très très petit devant ça. Parce que ça répond tout simplement à la condition T très très petite devant TF. Et donc KBT, ça sera très très petit devant epsilon 0. Ce qui montre qu'on peut exploiter ça dans le calcul pour approcher certaines fonctions. Alors dans ce cas, si nous voulons calculer les grandeurs thermodynamiques, nous serons toujours amenés à calculer des intégrales de la forme suivante. 0 à l'infini, donc c'est une intégration des énergies. Bien sûr, il y a le f de epsilon, je marque d'occupation maintenant en fonction de epsilon, d'epsilon, avec une autre fonction. Ça dépend de la grandeur thermodynamique qu'on veut calculer. Alors ces intégrales, en général, ils n'ont pas de solution analytique. On ne peut pas analytiquement exprimer la valeur de l'intégrale i. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va exploiter le fait que la fonction il varie uniquement, la fonction f de epsilon uniquement à ce voisinage-là. On va faire un développement limité, un développement de Taylor. Alors si on fait ça, alors on va arriver à la relation suivante. I égale. Et ce sera une première approximation en disant qu'on est à t égale 0, au 0 ordre. On va supposer qu'on est à t égale 0. Donc on va faire l'intégrale uniquement à 0 epsilon f parce qu'après epsilon f, il n'y a pas d'état occupé. Donc on va prendre le genre ici. Donc ça sera le g de epsilon, f epsilon égale 1 à t égale 0. Et ce sera donc l'approximation 0 ordre de cette intégrale. Et puis, je veux dire qu'il y aura une perturbation qui dépend de la température. Donc j'aurai un coefficient en t, un coefficient en t carré, etc. Alors dans ce cas-là, il se trouve qu'on n'a pas de coefficient en t. Et ça c'est avantageux pour nous. Il n'y a pas de coefficient en t. Et ça c'est dû uniquement à cette symétrie autour du potentiel chimique. Donc dans le calcul, cette symétrie se traduit par l'absence de tout coefficient impair dans le développement. Il y a un coefficient qui est en t carré. Bien sûr, ça ne va pas être en t carré, ça va être en t sur tf t au carré. Ça c'est le deuxième coefficient qui va apparaître. Alors celui-là,
Donc tout simplement, c'est avec un coefficient. Donc après tout calculé, c'est t carré sur 6. Et sur t carré, multiplié par, j'ai pris en epsilon. Donc ça, normalement il y a d'autres termes. Mais on va se contenter de ça pour dire que ça c'est le développement de son méthode. On va essayer d'appliquer ce développement-là pour calculer quelques grandeurs thermodynamiques. On va commencer par le nombre de particules. Alors, nombre de particules. Nombre de particules. C'est le N, on est défini tout simplement par, c'est vraiment un nombre moyen de particules. Parce qu'on est dans l'ensemble grand canonique. Donc c'est un nombre moyen. Et ce nombre moyen est défini tout simplement par la somme des nombres de moyens occupant chaque état alpha. Et donc il faut calculer cette grandeur-là. Le N alpha, c'est juste le facteur de Fermi que je viens d'effacer ici. Mais il y a une licence sur tous les niveaux. Donc la limite du grand volume. Dans la limite des grands volumes, pour nous, ça sera la limite continue. Et on pourra transformer l'intégrale, la somme en intégrale. Normalement, nous aurons des attaques qui sont discontinues comme ça. Lorsque le volume augmente, l'espacement entre ces deux niveaux successifs tend vers 0. Et alors, nous aurons donc une intégrale. Alors, cette intégrale-là, ça sera tout simplement, ça dépend du facteur qu'on va utiliser, de la variable. Je peux la faire directement en fonction de epsilon, si je veux, parce que le f, le facteur de Fermi, il dépend que de epsilon. Donc, si je fais epsilon, je trouve que la somme de ces nombres-là, c'est l'intégrale de f d'epsilon multiplié par une densité d'état en epsilon. Et ce sera de 0 à l'infini. Les énergies. Rappelons que cette densité d'état, c'est tout simplement proportionnelle à racine de epsilon. Bon, on a dit que notre densité d'état, c'est proportionnel à la racine de epsilon. Alors la constante de proportionnalité est donnée par le G, V, c'est HQ. Quel que G, c'est tout simplement la dégénérescence du hausse-pi. C'est-à-dire, c'est le nombre. Alors ce G-là, c'est 2S plus en général. Si j'ai un spin 1 demi, G égale à 2. Et j'aurai donc les états up et down. Donc G égale à 2 dans ce cas-là. Mais en cas général, il y a un facteur G. Alors, il y a 2N à la puissance 3 demi, et puis l'intégrale de 0 à l'infini. Et de epsilon, maintenant, il ne reste que l'epsilon 1 demi, et le f de epsilon, c'est le f de epsilon, d'epsilon. À ce niveau-là, donc, on voit qu'on vraiment on converge vers ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que les grandeurs thermodynamiques, ils se mettent sur cette forme. Alors dans notre cas, ce sera G de epsilon, c'est juste epsilon à la puissance 1 demi. Voilà notre G de epsilon. Il suffit de remplacer pour obtenir le développement. Alors dans ce cas-là, j'obtiens notre intégrale. Donc c'est égal à 2pi GV sur HQ, 2m à la puissance moins demi. Et puis, j'ouvre la collade et je prends que le G epsilon, sans la F d'epsilon. Ce sera juste l'intégrale de ça. Ce sera l'intégrale 0 à epsilon F de epsilon à la puissance 1 demi, G epsilon en premier ordre, au 0 ordre, plus au second ordre, pi carré sur 6. Alors là, je dois corriger. Normalement, ce n'est pas T sur T, c'est un T carré et c'est KB T carré. Tout simplement. Voilà. Alors là, la bt carré. Et puis, la dérivée de G' en epsilon F. Alors la dérivée de G, c'est 1 demi, epsilon moins 1 demi, en epsilon F. Voilà. Donc ça termine cette approximation. Alors, quand c'est égal à ça, c'est égal à la constante que j'ai là, multiplié par. L'intégrale de ça, c'est juste epsilon. Alors, j'ai 1 demi, donc 3 demi. Donc, j'équilibre avec un 2 tiers. Et c'est entre 0 et epsilon f. Voilà. Et le deuxième terme, c'est pi carré sur 6
KBT, et tout au carré, facteur de, alors, le 1 demi, normalement, je le mets là, et j'aurai donc pi carré sur 12. Voilà. C'est pi carré sur 12, directement. Et j'ai un epsilon f à la puissance moins 1 demi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de factoriser par ce terme. Je vais garder un 1 ici. Et le reste, ça sera la correction à la valeur à la température T égale 0. Si T égale 0, il resterait ce terme. Et c'est comme ça que j'aimerais avoir un 1 ici. Donc, je factorise par 2 tiers epsilon f 3 demi. Comme ça, alors le 2 tiers, si je multiplie ici, ça sera 4 pi gb sur 3 alpha sur cube. Ce côté-là. Deuxième, à la puissance 3 demi. Et puis, de l'autre côté, j'aurai un epsilon f à la puissance 3 demi, toujours en facteur, et facteur de 1, plus, alors il faut multiplier par 2 tiers, donc par 3 demi, pardon, pas 3 demi. Alors le 3 reste un cache, donc c'est pi carré sur 1. De ce côté-là, 1 KBT au carré, et là le epsilon f moins 1 demi, moins 3 demi, donc c'est epsilon f moins 2. Voilà. Est-ce que c'est équilibré? Oui. Ça, c'est une énergie. Vous avez la dimension de l'énergie, et ça, c'est la dimension de l'énergie. Avec un coefficient de 2, moins 2, donc ça, en bas, c'est bon. C'est bon, donc c'est sans unité. Et le reste, c'est quoi ceci? Bon, on est en train de calculer le terme. Et donc, on va l'aborder. Normalement, ceci, ça doit être lié à ce qui se passe à t égale 0. On va après le voir. Pour le moment, on va dire tout simplement, ça, c'est notre estimation, notre approximation pour le nombre moyen de particules. Okay? Bon, j'ai l'avantage de donner le n, mais il y a un tout petit problème parce que maintenant le epsilon n, je ne le connais pas. Et ce n'est pas le epsilon 0f, parce que l'epsilon 0f, c'est uniquement à t égale 0. Donc, normalement, le epsilon f, il dépend de la température, je ne le connais pas. Je rappelle que on est passé de l'ensemble canonique vers l'ensemble grand canonique. Parce qu'on ne pouvait pas faire le calcul ici. On ne pouvait pas factoriser parce qu'on devrait prendre explicitement compte de toutes les antisymétrisations qui est, c'est très difficile de le faire dans ce constant. Donc en échange, on est passé au ensemble grand canonique. Mais il y a un frère P. Le frère P, c'est qu'il faut calculer le potentiel chimique. C'est ça. Parce que là, c'est un ensemble NV. Et là, c'est un ensemble NV. Normalement, l'échange, c'est assez bon. Donc, en échange de la simplification du calcul, j'aurai un facteur de plus qu'il faut à chaque fois ajuster pour avoir le bon nombre de particules. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de renverser ça. Si je veux bien revenir au nombre canonique. Si je calcule l'union fonctionnalité, et je trouve le liaison avec elle, c'est bon, j'ai tout renversé, et je peux même travailler ici sans aucun problème. Donc, voilà, il faut calculer le epsilon. Donc, il faut renverser cette équation-là. Donc, ce sera le deuxième point, qui est le potentiel chimique. Alors, le potentiel chimique, maintenant, potentiel chimique. Je rappelle, potentiel chimique, on en a epsilon f pour lesquels fermés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avec des puissances comme ça, donc c'est très difficile de le gérer. Bon, je vais tout simplement mettre ce epsilon f en bas pour garder simplement l'uniformité de toutes les expressions. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais faire la chose suivante. Je vais faire marche arrière et dire que on va supposer que notre potentiel chimique epsilon f, c'est tout simplement la valeur de epsilon 0f à t égale 0 plus une petite correction. Et à moi de calculer cette petite correction. Alors je mets cette forme plus convenable, en gardant toujours l'uniformité de l'expression, tout ça implique un certain delta, sauf qu'il n'a pas d'unité cette fois-ci. Et c'est là que cette correction est la limité d'énergie. Donc j'aimerais travailler avec ça. Mathématiquement, c'est plus simple. Alors si je fais ça, et je remplace, alors je vais donner juste les étapes. Il faut avoir ce epsilon f à la puissance 3 demi. Avant donc, si j'aimerais tout normaliser, cette expression-là, il me dit quelque chose. À t égale 0.
J'aimerais que simplifier avant de s'engager. Donc ça, j'aimerais simplifier ça. À t égale 0. Si je fais t égale 0, ça va être tout simplement un epsilon 0. Et epsilon 0, il faut que je le connaisse. Donc cette expression est réduite à quelque chose de connu. Donc à t égale 0, l'expression pour epsilon 0f, donc je peux donner l'expression, c'est 1 sur 2n, eh bien, c'est 3n h carré sur 4pi gv à la puissance 2 tiers. Si je fais ça là, j'obtiens uniquement n égale n epsilon 0f à la puissance, je vais epsilon 0f à la puissance moins 3 demi. Ça, c'est cette expression. Juste là. Et maintenant, le epsilon f à la puissance 3 demi facteur de ceci. De 1 plus la correction. P carré sur 8 et kbt sur epsilon f au carré. Maintenant, je suis prêt pour utiliser mon expression. Alors, celui-là, ça va être encore une fois normalisé, donc les choses apparaissent encore plus claires. Epsilon f sur epsilon 0f, tout à la puissance 3 demi. J'ai n des deux côtés, je peux la simplifier. Reste ça égale à 1. Alors, dans cette expression-là, je peux maintenant utiliser mon approximation. Si je l'utilise, je n'ai que deux choses à utiliser. J'ai cette puissance-là et cette puissance-là. Alors, je donne la formule. Alors, tout simplement la recette. La recette, c'est utiliser le fait que 1 plus est une expression très petite à la puissance, un certain coefficient alpha au premier ordre, c'est 1 plus alpha epsilon. Et ça donne le résultat suivant. Donc, on peut remplacer, trouver le delta. Il va rester l'inconnu, le delta. Mais tout est presque, il n'y a plus de puissance qui sont en valeur. Tout sera presque linéarisé en delta. Sera linéarisé en delta. Alors, dans ce cas, je vous donne la formule suivante pour le potentiel chimique, ce qui est déjà très bien. Alors, j'obtiens epsilon f égale, bien sûr, epsilon 0 f, 1 plus le facteur delta de correction, qui n'est autre que le. Non, il y a un signe moins ici. Moins p carré sur 12, et j'aurai le kbt du tout au carré. Voilà le potentiel chimique en fin de compte. Si j'essaie de tracer ça, le potentiel chimique en fonction de la température. Alors, le potentiel chimique il se comporte de la manière suivante. D'après ça, à t égale 0, j'ai tout simplement epsilon 0. Il est positif. Puis après, il y a une décroissance. Et cette décroissance, elle est sous forme parabolique. Et cette parabole, elle est convexe. Pardon, elle est concave. Elle est concave. Ça, c'est concave. Alors, elle prend cette forme-là. Et elle s'allume, bien sûr, à un certain point. Pardon, j'ai oublié encore un terme de normalisation, parce que ça ne doit pas avoir des unités. Et là, ça, c'est epsilon 0. Ça ne doit pas avoir d'unité. Alors, à kbt égale epsilon 0f, kbt. Donc, j'aurai une annulation du potentiel chimique. kbt égale epsilon 0f. Si je divise par là, ce sera t égale tout simplement tf, qui est la température déférée. Donc, à tf, j'aurai une annulation. Bon, je peux tout simplement continuer avec les quantités parce que notre approximation n'est plus valable à haute température. Et il y a un autre comportement, en fait. Il y a un autre comportement ici. Et ça, on va le voir lorsqu'on va développer à haute température. Bon, première remarque, c'est que le potentiel chimique nu, qui est égal à epsilon f, est positif à basse température. Ok, toujours inférieur à la potentiel chimique, elle est positive. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie tout simplement que il faut un coût énergétique pour ajouter une particule. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc le système ne va pas aimer ça. Donc il va essayer d'expulser la particule en général, donc, comme s'il y a une certaine répulsion fictive. Normalement, il n'y a pas de répulsion, il n'y a pas d'interaction entre les particules. Ce sont des particules sans interaction. Mais vu le principe d'exclusion de Pauli, il va essayer tout simplement de l'expulser comme s'il y avait effectivement une énergie, un coût énergétique. Donc disons tout simplement qu'il y a un coût énergétique.
pour l'ajout du particule. Bien sûr, si le potentiel était négatif, donc il serait favorable pour le système d'acquérir une nouvelle particule. Et je vous remercie de votre attention.